Bonjour à tous, je me présente, je suis Renaud Le Gouy, je suis membre du Printemps Citoyen et j'ai le grand plaisir d'animer la première table ronde de la matinée qui, comme vous l'a dit Nadia, est un dialogue avec les scientifiques. Donc on a un peu plus d'une heure là, de discussion au cours de laquelle vous êtes invités à prendre la parole. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle et nous allons d'abord procéder à une petite introduction, une présentation rapide des intervenants que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de prendre le temps aujourd'hui de venir discuter avec nous. Alain, tu peux peut-être nous mettre la petite présentation, s'il te plaît. Et après cette brève présentation, nous vous présenterons un petit film de 5 minutes 30, réalisé par le CNRS, qui va un peu vous faire un petit résumé sur le débat climatique. Donc, je vais peut-être commencer par passer la parole à François, qui est à gauche, qui pourra faire passer ensuite le micro. François Dulac, est-ce que en quelques minutes, vous pouvez nous dire votre formation d'expertise? Ok, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle François Dulac, je suis ingénieur CEA et je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un laboratoire très impliqué dans les sciences du climat, dans le GIEC. Vous connaissez sans doute Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, Robert Votard, qui reprend le groupe de recherche sur le climat au GIEC. Et ma spécialité, c'est pas du tout le climat au départ. Je travaille sur la pollution atmosphérique et plutôt sur les particules. Je ne sais pas si vous avez noté ce ciel jaune qu'on avait hier. Peut-être sur vos pare-brises aujourd'hui, on a un gros passage de poussière saharienne aujourd'hui sur la France, qui est en train de se terminer. Voilà. Mais depuis, en gros, la COP de Paris en 2015, la COP 21, je me suis de plus en plus impliqué dans la médiation scientifique et en particulier la communication sur le changement climatique, parce que les climatologues du laboratoire sont très sollicités, comme vous pouvez l'imaginer, et donc il y avait besoin de gens qui s'investissent là-dedans. Et comme la pollution atmosphérique, elle a aussi des impacts sur le climat, c'est pas un sujet qui m'était étranger, et donc ça a été relativement facile pour moi. Donc je suis venu ici avec un jeu coopératif sur le changement climatique, que j'aurai l'occasion de vous présenter éventuellement tout à l'heure pendant la pause déjeuner. Et puis quelques livres de référence que je vends pour une librairie coopérative de mon quartier, Économie sociale et solidaire, qu'on essaye de faire sur un livre. Donc en fait je fais beaucoup d'interventions dans les collèges, les lycées et aussi auprès du grand public, soit avec des documentaires, soit avec des conférences ou éventuellement avec le jeu dans les salles. Voilà, je vais passer la parole à Jeanne. Merci. Merci François. Merci François. Bonjour, moi je suis Jeanne Gérardis-Cao, je suis une collègue de François, donc je suis associée au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, mais je suis moi enseignante-chercheuse, c'est-à-dire que j'enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin en faisant ma recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Pour faire assez court, j'ai un parcours, j'ai une formation de paléoclimatologue. Paléoclimatologue, ce sont ces gens au nom un petit peu mystérieux, mais assez fascinants quand même, dont on parle dans le film Le jour d'après. C'est le seul film qui a pour héros un paléoclimatologue. Voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà, on a une formation, on va étudier les climats du passé, paléoclimat, étudier les climats du passé, et pour cela, on va s'intéresser à tout un tas d'archives. Moi, ma spécialité, c'est de regarder les sédiments marins, donc le fond des sédiments marins, qui est une sorte de boue qui va s'agglomérer. À l'intérieur de cette boue, il y a tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir étudier, qui vont apporter plein d'informations. Et quand on regarde quand on arrive à récupérer ce sédiment marin au travers de carottes sédimentaires, et ben on va pouvoir avoir comme un livre d'archives sous forme de carottes. Et quand on est tout au fond de cette carotte, on va avoir des temps très anciens. Si on remonte plus vers la surface, on va avoir des temps plus récents, et reconstituer l'histoire de certains éléments qui vont nous apporter des informations sur la température de l'océan, sur la dynamique de l'océan, etc. Et donc moi, mon boulot, c'était de regarder certains éléments de ce sédiment et de faire le lien entre la dynamique de l'océan, la circulation océanique, avec
la dynamique climatique, donc la dynamique atmosphérique, au cours des 25 000 dernières années. Et je regardais le secteur de l'Atlantique Nord. Donc ça, moi, j'ai étudié ça pendant presque 10 ans. Et puis ces dernières années, plutôt après, effectivement, la COP21, qui a quand même été un moment fondateur, mais aussi parce que ça a toujours été en ligne de fond pour moi, il y avait cette préoccupation de mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. Et donc depuis 2018, j'ai complètement changé de thématique de recherche. Je ne regarde plus, je n'essaie plus de contribuer à la science du climat, ou en tout cas à une meilleure compréhension des différents processus physiques qui permettent de comprendre la machine climatique, qui est une machine relativement complexe. Mais je m'intéresse parce que j'estime qu'avec tous les travaux qu'on a faits, on a déjà une connaissance suffisamment robuste de comment ça marche. On sait comment ça marche globalement. Et on voit également les différents problèmes dont on va parler aujourd'hui. Donc moi j'ai eu l'urgence, je me suis dit il faut que j'arrive à faire quelque chose qui traite de l'impact du changement climatique actuel sur les populations. Et donc là je travaille avec un projet avec Jean-Michel notamment sur l'impact du changement climatique sur les populations en Arctique. Mais voilà, ça fait partie de cette démarche-là. Donc je suis dans cette démarche j'ai changé de thématique de recherche pour aller vers quelque chose de beaucoup plus actuel sur voilà, qu'est-ce qui se passe au moment et comment on s'en empare. Et par ailleurs, dans mes thématiques d'enseignement, je me suis emparée de ces mêmes problématiques. Et donc maintenant, je suis responsable d'une formation qui s'appelle le DU Agir pour le climat, dont l'idée c'est vraiment de sensibiliser les étudiants à ces grands enjeux et à montrer qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés les uns aux autres, donc il faut avoir une vision globale du système, bien comprendre ces ensembles-là pour pouvoir agir concrètement. Et on participe à des enseignements à plein de niveaux, que ce soit en licence ou au niveau master, pour apporter les informations, pour informer, pour former les étudiants, les jeunes qui vont s'emparer de ces questions dans les emplois dès qu'ils sortiront, enfin dès qu'ils ont terminé leur formation universitaire. Voilà pour moi. Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Michel Hutin, je suis anthropologue. Alors anthropologue, ça peut paraître un mot compliqué comme paléoclimatologue. Eh bien en fait non, c'est presque un synonyme de ethnologue. Vous connaissez peut-être mieux ce mot-là. Donc les anthropologues, ce sont ceux qui se spécialisent sur l'étude des populations humaines. Et moi, depuis 26 ans, je travaille avec les populations inuites et principalement au Groenland. Alors, vous vous dites quel rapport avec le changement climatique, le thème d'aujourd'hui? Eh bien, l'Arctique, où vivent ces populations inuites, c'est une région qui est l'une des régions au monde où le changement climatique est le plus visible. L'Arctique se réchauffe 2, 3, 4 fois plus vite que le reste du monde. Et cette population inuite, elle a la réputation mondiale, historique, de s'être adaptée aux pires conditions qui soient sur Terre, aux conditions polaires. Aujourd'hui, elle fait face à d'autres conditions qui sont celles du changement climatique, au recul de la banquise, à l'instabilité météo. Et donc, nous, des sciences humaines, ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre les réponses que ces populations apportent aux changements environnementaux dont ils font face. Cette étude, ça peut nous permettre de mieux comprendre comment nous, aussi, quelles leçons on pourrait tirer pour réussir notre transition écologique. Ces populations inuites, elles sont connues pour s'être adaptées à ces conditions-là. Elles ont une philosophie elles ont un lien très très fort à l'environnement et une philosophie qui les fait se protéger l'environnement qui est le leur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été identifié par la science comme étant un point extrêmement important, la reconnexion à l'environnement. On ne peut pas protéger la nature si on ne l'aime pas, si cette nature n'a pas une importance pour nous, qui ne soit pas simplement une importance en tant que ressource. Voilà. Et puis l'autre, ça c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est gérer l'inévitable, les inévitables conséquences, impacts du changement climatique,
Mais évidemment, il faut aussi penser à éviter l'ingérable. Et éviter l'ingérable, c'est ce qu'on appelle l'autre moyen de lutte contre le changement climatique, c'est l'atténuation. Et il y a quelques années, le Groenland a beaucoup fait parler de lui pour avoir pris une mesure absolument extraordinaire, ce qui a été d'interdire toute exploration pétrolière sur son territoire. Le Premier ministre qui venait d'être élu, l'une des premières mesures qu'il prend, c'est d'interdire toute exploration, alors que sur son territoire, il y a des richesses qui pourraient leur permettre de devenir très riches, de se développer. Eh bien, ils ont préféré renoncer à ça pour des raisons écologiques et pour des raisons de santé publique, en disant au monde entier, nous prenons la crise climatique, au sérieux, et donc c'est pour ça que nous, quelque part, faisons passer l'écologie avant l'économie, parce que on n'a qu'une seule planète, et je crois que les peuples autochtones nous enseignent à respecter cette planète qui est notre terre-mère. Voilà. Merci beaucoup. Après cette présentation, vous ne serez pas obligé de vous lever à chaque fois pour intervenir. Donc on va présenter le petit film fait par le CNRS pour introduire les données un peu factuelles, et après on ouvrira les questions. Le climat terrestre n'a jamais été stable. Il évolue naturellement depuis des millénaires. Longtemps imperceptible à l'échelle humaine, le réchauffement climatique actuel est inédit par son amplitude et sa rapidité. D'année en année, nous ressentons ses effets sur notre quotidien. Une accélération sans précédent du changement climatique est en marche depuis la fin du XXe siècle et se poursuivra probablement jusqu'en 2050. Nous savons que le réchauffement significatif de la température terrestre est une conséquence directe des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, notamment l'industrie, les transports et l'agriculture. Nous ne pouvons plus agir sur les émissions de gaz du passé qui ont provoqué le dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Mais en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, nous pouvons encore influencer positivement le climat terrestre. C'est tout l'enjeu des mesures prises par les nations du monde entier suite aux accords de Paris pour atténuer les effets du changement climatique et stabiliser la courbe du réchauffement planétaire en dessous de plus 2 degrés, au lieu de dépasser les plus 4 degrés si nous n'agissons pas collectivement dès aujourd'hui. En attendant, au rythme actuel, les grandes lignes du scénario climatique qui nous attend pour 2050 sont déjà tracées. Le changement climatique est un phénomène planétaire qui n'est pas homogène, et ses effets ne sont pas identiques dans toutes les régions du globe. C'est pourquoi les chercheurs en climatologie développent actuellement des méthodes et des modèles ciblés pour élaborer des projections fines et localisées sur des zones spécifiques du monde. Grâce à ces données, nous pouvons imaginer comment le climat va remodeler le cadre de vie, les paysages et la géographie de l'Europe en 2050 pour mieux anticiper notre adaptation au changement climatique à venir. L'Europe continentale se réchauffe davantage que la moyenne du globe. Cela veut dire, par exemple, que l'été 2050 sera toujours chaud et même torride pour les estivants du bassin méditerranéen. Car au sud de l'Europe, en été, on s'attend à un réchauffement plus important qu'ailleurs, avec 1 degré de plus que le réchauffement global. Dans la zone méridionale, la diminution des précipitations et l'amplification du phénomène d'évaporation vont accélérer l'assèchement progressif des sols. En contrepartie, l'augmentation du rayonnement solaire en surface pourrait favoriser la production d'énergie solaire. Si de manière générale, le climat méditerranéen tend à s'assécher, la région pourrait connaître des épisodes de pluie automnale plus violents. Toute l'Europe sera soumise à des vagues de chaleur plus longues et les canicules exceptionnelles comme celle de l'année 2003 seront de plus en plus courantes en 2050. L'Andalousie, par exemple, pourrait connaître en été plus de 20 jours au-dessus de 40 degrés. Même les régions plus au nord, comme en Allemagne, pourraient connaître plusieurs jours par an à plus de 35 degrés. L'hiver, c'est au nord-est de l'Europe que le réchauffement se fera le plus ressentir.
En plaine, les jours de gel vont diminuer et la période d'enneigement se raccourcir. La réduction de la couverture neigeuse associée au réchauffement de la région arctique font de cette zone septentrionale de l'Europe un hotspot du réchauffement terrestre. Le changement climatique est plus rapide en montagne que dans les plaines avoisinantes, et c'est en altitude que le réchauffement se fera le plus ressentir. Les sports d'hiver vont se réinventer dans les massifs situés en dessous de 1500 mètres d'altitude, où la neige sera de plus en plus rare. Et côté pluie, on peut s'attendre à des épisodes plus intenses et plus fréquents qui pourraient renforcer les phénomènes d'inondation dans certaines régions. À l'échelle du continent, l'évolution des précipitations sera très contrastée avec au nord davantage de pluie en hiver et moins de pluie en été au sud, révélant une zone de transition incertaine qui coupe l'Europe en deux. Le climat de nos villes va changer, accentué par le phénomène d'îlots de chaleur urbain où la température est déjà plus élevée qu'à la campagne. Les métropoles européennes connaîtront un véritable chamboulement climatique au cours du siècle. Il faut imaginer le climat londonien en 2050 équivalent à celui connu à Barcelone autour des années 2000 et les Parisiens vivant sous le climat stambouliote. Un tel bouleversement de la carte climatique de l'Europe interroge notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car les prochaines décennies auront une influence décisive sur la stabilisation du climat à venir. Alors, en attendant le résultat des réductions des émissions de gaz à effet de serre engagées à l'échelle de la planète, les Européens, comme les habitants des autres régions du monde, devront adapter localement leur mode de vie face au changement climatique. Et les projections élaborées par les scientifiques à l'horizon 2050 sont précieuses pour éclairer les stratégies d'adaptation des sociétés humaines et construire notre avenir proche. Hier, voilà. Donc, ce que on vous propose, c'est de découper cette table ronde plutôt en trois parties. Une partie sur les aspects un peu factuels du réchauffement climatique. Si vous avez des questions sur ce qui a été présenté, vous levez la main et on va vous passer la parole. Après, ce serait très bien de discuter un peu si vous avez aussi des remarques sur les aspects recommandations et actions pour limiter le réchauffement climatique, et on aimerait bien aussi avoir une partie sur l'adaptation des sociétés humaines au réchauffement climatique. Donc, est-ce que parmi vous, certains veulent réagir par rapport au petit film présenté en introduction? Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question là, alors je ne sais pas qui a... Alors, il y a des micros qui doivent passer dans la salle. On a 2 micros. Je ne sais pas qui les fait passer. On va les mettre d'un côté ou de l'autre. Alors, si vous n'entendez pas bien les questions, parce qu'on a un retour derrière. Ça marche? Si on parle fort, on peut être entendu. Ouais, sinon, je vous passer là en attendant. Je voulais simplement connaître la date du petit film, parce que ce qu'évoque le petit film, on l'a vécu il y a très peu de temps, les inondations, le réchauffement cet été, etc. Il date de... C'est très éloquent. François. Alors, c'est un film qui a été fait pour la COP de 2022, si je me souviens bien. Donc ça vous montre des projections, un état des lieux jusqu'à 2021. Et ensuite les projections jusqu'à 2050 et au-delà. En fait, le message qui passe, je ne sais pas si vous l'avez bien perçu là-dedans, c'est que l'évolution du climat, en gros, pour les 2 prochaines décennies, pratiquement jusqu'à 2050, elle est connue, à quelques pouillèmes près, du fait des émissions passées de gaz à effet de serre. Donc la concentration actuelle en gaz à effet de serre ne va pas bouger, même si on arrêtait toutes les émissions aujourd'hui, elle se stabiliserait, mais le climat mettrait encore probablement 2 décennies avant de se stabiliser. Donc on sait à peu près ce qui va se passer jusqu'à 2040-2050. Ce qui va se passer derrière, ça dépend des émissions qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui. Après, on peut effectivement constater que par rapport à ce petit film donc produit sur les bases de connaissances jusqu'à 2021, voilà, en quelques années,
il y a des constats qui sont faits, même tout récemment, qu'on s'aperçoit d'une accélération et d'une amplification de certains phénomènes, comme le réchauffement des océans, comme une amplification du réchauffement global qu'on n'avait pas anticipé. Et il y a un réchauffement plus important de 0,2 degrés, donc ça paraît assez petit, mais par rapport aux éléments de projection, c'est relativement important, sur lesquels des scientifiques là se penchent parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi on est 0,2 degrés au-dessus de ce qu'on avait anticipé et de ce qu'on avait pu. Et donc ça, ce sont des travaux vraiment tout récents. Donc voilà, la science climatique, c'est aussi une science qui est en pleine effervescence et qui est une science en cours. On est en permanence dans des approfondissements de la compréhension de certains phénomènes physiques, dans un on va de plus en plus précisément, on va essayer d'affiner, de réduire les incertitudes qu'on peut avoir sur les données qu'on a, sur les projections qu'on peut avoir. Et voilà, donc vous mettez bien un point sur, c'est de la science en cours, mais qui conforte les connaissances qu'on a déjà. Oui, bonjour. Dans le film, vous parlez d'hétérogénéité du réchauffement sur le globe. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui explique que certains États ou hommes politiques soient, moins réceptifs au fait que vous pouvez? Alors j'anticipe peut-être sur la discussion par rapport à l'adaptation, mais voilà, je voulais savoir si c'est pour vous ces points-là sur lesquels ils s'appuient pour être plus réticents que d'autres. Je vais compléter la question en même temps sur l'hétérogénéité et les réactions politiques, visiblement. Et est-ce que vous pouvez, l'un d'entre vous peut nous dire un peu rapidement comment fonctionne, comment est arrivé le consensus scientifique pour présenter ce genre de données, peut-être déjà entendu parler du GIEC, comment ça fonctionne, et pour arriver à cette modélisation, et après pourquoi les gens s'en emparent plus ou moins efficacement. François. Est-ce qu'on peut mettre la diapo, je crois que c'est la 4 ou la 5 hein. En fait, le GIEC, c'est une institution des Nations Unies qui a été créée à la fin des années 80 pour demander aux scientifiques de faire le constat de l'évolution du climat. Et puis, depuis, c'est rajouté des groupes de travail également pour travailler sur l'adaptation et l'atténuation. Voilà. Et donc, en fait, ce GIEC, c'est un bureau qui est nommé par des gouvernements, adopté par les Nations Unies, et ce bureau va faire un appel aux scientifiques de la communauté internationale travaillant sur ces sujets-là pour faire l'état des connaissances. Donc là, je vous ai résumé un petit peu comment ça marche, l'écriture d'un rapport du GIEC. C'est la suivante. Hein. Ouais. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Ça concerne le rapport sur la physique du climat qui fait partie du dernier rapport du GIEC, et donc c'est sorti en août 2021. On avance un petit peu, s'il te plaît. Et donc, voilà. En fait, pour écrire ce rapport, tout en haut, là, vous voyez qu'il y a 234 co-auteurs de 65 pays différents qui ont été sollicités, sélectionnés sur la base d'un appel à volontariat. Hein. C'est des gens qui font ça sur leur temps de travail, ils ne sont pas payés pour. On essaye de répartir en genre en prenant également pas mal de nouveaux qui n'ont pas participé au précédent, mais on en garde quand même, qui ont l'expérience. Et ces gens-là ont épluché plus de 14 000 publications scientifiques. C'est pour vous donner une idée de l'exhaustivité de ce travail. Ils font un rapport qui fait plusieurs milliers de pages, qui est mis en ligne sur Internet, et on fait un appel à commentaires à tous les gens qui ont quelque chose de pertinent ou pensent avoir quelque chose de pertinent à dire sur cette première version. Il y a plus de 78 000 commentaires qui ont été écrits. Il y a un comité ad hoc qui va s'assurer qu'on répond un par un à chacun de ces commentaires, de façon à faire une deuxième version qui est également mise sur Internet. Et sur cette deuxième version, on commence à avoir l'intervention des représentants gouvernementaux. Hein, je vous rappelle, c'est une institution des Nations Unies, le GIEC. Et donc chaque gouvernement, les 194 pays du monde plus l'Union européenne, a un représentant qui va aller lui aussi éplucher ce que racontent les scientifiques, pouvoir faire des commentaires. En fonction de ça,
On fait une version finale, hein, je crois que c'est plus de 4000 pages pour ce rapport-là. Et évidemment, c'est pas ça qui est diffusé dans les médias vers les politiques. Donc on va écrire ce qu'on appelle un résumé pour décideurs, essayer de synthétiser ça avec des figures très parlantes, des conclusions, en 50 pages. Et à nouveau, les représentants gouvernementaux vont avoir la capacité à dire « Attendez, ça ne nous plaît pas, ça c'est pas conforme à ce qui est écrit dans le rapport », et donc à demander des corrections. Il y a 46 pays qui ont fait des retours sur ce résumé pour décideurs sur la physique du climat en 2021. Les scientifiques ont le dernier mot. C'est-à-dire que si les remarques sont pertinentes, on va éventuellement adapter la façon dont on a écrit certaines conclusions, modifier la place d'une virgule quelquefois, et puis d'autres fois, si on remet en cause par exemple le rôle des énergies fossiles, eh bien, on va dire aux politiques, écoutez là, c'est pas pertinent, on ne va pas prendre en compte cette demande. Et ce rapport final, pour décideurs, il est mis au vote en assemblée plénière aux Nations Unies. Voilà. Et ce rapport-là, avance encore un petit peu, comme tous les autres rapports du GIEC, a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des pays. Voilà. Il n'y a pas un seul pays qui est capable de s'abstenir ou de voter contre les conclusions du GIEC parce que ce ne serait pas pertinent scientifiquement. Donc la raison pour laquelle il y a des pays qui s'opposent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas tellement l'hétérogénéité du changement climatique, même s'il y a certains pays que ça peut arranger. Par exemple, les pays qui sont au nord de l'hémisphère nord, la Russie, le Canada, vont avoir des territoires potentiellement exploitables qui étaient enneigés en permanence. La raison fondamentale, c'est l'économie, et en particulier les pays les plus critiques, les plus réticents à changer les choses, ce sont les pays qui vivent de l'économie des énergies fossiles. Les pays pétroliers en particulier, charbon, gaz et compagnie. Voilà. Mais malgré leur opposition à réduire les émissions et leur volonté de continuer à exploiter, voire à aller chercher de nouvelles réserves, vous voyez que leurs représentants gouvernementaux n'ont pas la capacité à s'opposer aux conclusions des scientifiques. Alors, dans les raisons qu'on peut identifier, qui expliquent pourquoi certains pays, ou pourquoi de façon générale on ne réagit pas à la mesure de la catastrophe qui est devant nous, on a toutes les connaissances, on a toutes les solutions qui sont évaluées par le GIEC, parce que François parlait des connaissances sur des impacts, sur les causes du changement climatique, mais il y a tous les chercheurs qui travaillent aussi sur quelles réponses on peut apporter. Eh bien, évidemment, il y a les intérêts économiques, ça, je crois qu'on est tous, on connaît. Il y a les intérêts géopolitiques qu'il ne faut pas oublier aussi. Et puis, il y a quelque chose aussi de fondamental qu'on oublie souvent. Je l'ai dit un petit peu en introduction, et c'est notre attachement par rapport à la planète, par rapport à la nature. Comment on considère l'environnement qui est autour de nous. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose, cette déconnexion à l'environnement, c'est quelque chose qui nous touche tous, puisque nous vivons dans des univers artificialisés. Alors, peut-être un peu moins dans notre région du Val-Throuette que sur la région parisienne, mais quand même, nos maisons, nos lieux de travail sont des endroits qui sont souvent en dehors de la nature et au détriment de la nature. Et donc je crois que l'une des causes aussi, c'est cette question des valeurs que nous portons, des manières de voir et des récits auxquels on croit. Et c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu, mais beaucoup d'experts, de chercheurs ou d'artistes disent qu'il faut changer les récits auxquels on croit. Les récits qui étaient les nôtres, eh bien, ils étaient adaptés à un autre monde, un monde que nous quittons. Et il nous faut des nouveaux récits qui nous expliquent comment nous adapter à cette nouvelle situation qui, effectivement, va s'aggraver dans les années qui viennent. Mais rien n'est impossible dans notre capacité à freiner cette évolution et à permettre à nos enfants et nos petits-enfants de vivre dans un monde où le changement climatique soit stabilisé. Est-ce que d'autres personnes...
moi j'ai une question. Je voudrais un peu qu'on focalise un peu plus par rapport au film sur ce qui se passe en France. Les évolutions, a priori, ont l'air d'être peut-être plus rapides que ce qui avait été dit. Est-ce qu'il y a des risques particuliers en France du fait qu'il y ait beaucoup de côtes? Est-ce que quelqu'un peut nous apporter quelque chose, Jeanne? Peut-être un aperçu non exhaustif de l'évolution climatique en France. Donc, si on part dans des régions, on va dire, qui sont un peu similaires à ce qu'on a dit pour l'Arctique, qui sont sévèrement touchées, sévèrement impactées, et où le réchauffement est d'autant plus perceptible. On va dans les régions montagneuses, par exemple les Alpes, où le réchauffement est plus important que sur la moyenne du territoire. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate un retrait des glaciers très important, des neiges beaucoup moins fréquentes. Et donc, qu'est-ce que ça génère? Ça peut générer des approvisionnements en eau assez importants. Donc ça, il y a des... voilà, il y a un suivi sur les ressources en eau qui peuvent potentiellement être mises en cause dans l'évolution future du changement climatique qu'il faut avoir en tête par rapport, voilà, justement aux glaciers qui sont un fabuleux stockage des eaux hivernales, enfin de ce qu'on peut capter pendant l'hiver, et puis qui vont être refournis doucement pendant l'été. Donc on rompt un peu ce cycle-là. Donc ça, c'est pour les régions montagneuses. Ensuite, vous avez vu le pourtour méditerranéen, on va faire partie de cette région voilà, qui va être soumise à des plus fortes aridités, une aridification de ce pourtour méditerranéen. Donc voilà, caractérisé par des épisodes caniculaires bien plus fréquents, par des épisodes de sécheresse, mais également par des événements cévénols d'autant plus intenses. Donc voilà, on va être confronté, enfin, la projection est que les événements extrêmes, type canicule, sécheresse et événements cévénols, vont être amplifiés, mais sur l'ensemble du territoire, on a un réchauffement qui est estimé à plus de 2 degrés, donc qui est aussi plus important que sur la moyenne globale. Et voilà, on voit une disparité par rapport à nouveau aux ressources en eau, sur les nappes phréatiques. Vous avez tous entendu parler les précédentes années où, voilà, même nos territoires qui habituellement peuvent être préservés, on était confrontés à des, si ce n'est des, comment on appelle ça, des pénuries, mais voilà, on s'en rapprochait. On était toutes les communes, enfin tous les gérants des communes, vous êtes sans doute plus au courant que moi, se sentaient vraiment concernés par ces thématiques-là. Donc je dirais pour voilà, dans les impacts du changement climatique sur le territoire. Pardon ? La montée des eaux sur le littoral. Évidemment, merci de rappeler ça. C'est vrai qu'on est un petit peu loin du littoral à l'heure actuelle, donc, enfin ici, là tout de suite, donc c'est pas forcément un territoire auquel je pense. Mais évidemment, les littoraux sont sévèrement impactés par la montée du niveau marin, qui est lié essentiellement, alors, qui est lié à 2 phénomènes. L'eau, elle va monter parce que la température se réchauffe, donc l'eau va avoir tendance à se dilater, à prendre plus de place, donc contribuer au niveau marin. Mais également parce que les glaciers continentaux, tels que les glaciers alpins, mais les grosses calottes polaires, telles que la calotte du Groenland ou la calotte antarctique, fondent de manière très rapide également, donc contribuent à apporter de l'eau douce dans l'océan. Donc ça contribue à l'élévation du niveau marin. Donc de fait, tous les littoraux sont impactés par une augmentation de plus en plus importante et de plus en plus rapide du niveau. Et ça, c'est renforcé aussi par les événements de grande marée qui vont avoir tendance, enfin les événements extrêmes, qui vont avoir tendance à avoir, voilà, des épisodes d'inondation et donc il y a cette confrontation, comme on a pu le voir ces dernières semaines, ces derniers mois, dans le Nord-Pas-de-Calais, et enfin, toutes ces régions qui sont encore limite en alerte à l'heure actuelle. Et voilà, donc ce genre de phénomène qui était totalement exceptionnel auparavant, ça va devenir une forme de norme à laquelle il faut qu'on soit préparé.
Je voudrais ajouter deux éléments qui me paraissent importants sur ces impacts qu'on a déjà en France. Ce sont les feux de forêt. Pour vous donner une idée, donc on s'est réchauffé de 1,8 degré en France aujourd'hui par rapport au pré-industriel. Il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. La température moyenne de la planète était moins 4, moins 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y avait comme végétation ici, ou comme animaux? Voilà, la toundra, la steppe arctique, des mammouths et des rennes, des choses qui sont capables de manger des lichens parce qu'il n'y a pratiquement pas d'herbe. Voilà, donc 4 à 5 degrés de différence de température à la surface de la Terre en moyenne, c'est la toundra ici. Voilà, on est sur des trajectoires, aujourd'hui on va vers allègrement au-delà de 3 degrés de différence à la fin du siècle. Donc vous imaginez que nos forêts tempérées, elles vont avoir beaucoup de mal à résister à ça sur une échelle d'1 ou 2 siècles. Voilà, donc il y a un risque de feu de forêt majeur aujourd'hui, du fait du réchauffement, du fait des pénuries d'eau pendant l'été, du fait que les sols évaporent davantage. On voit maintenant brûler en Corse à partir du mois de mars tous les ans. En 2022, pour la première fois, il y a eu des feux en Suisse au mois de mars. Vous avez vu que ça avait brûlé en Bretagne en été, vous avez vu les feux catastrophiques de forêt de pins. Voilà. Donc il faut s'attendre dans les prochaines années, deux prochaines décennies, à ce qu'on perde une grande partie de nos forêts à cause de cet impact du changement climatique. Et puis l'autre impact sur lequel je voudrais insister, est-ce qu'on peut mettre la diapo 13 ? C'est les vagues de chaleur. Vous avez un travail là, donc cette espèce de tableau là, que je vous montre, c'est un travail d'une ONG qui a recensé les morts dues à des catastrophes climatiques sur 20 ans. Voilà, donc là c'est un recensement des morts dues aux catastrophes climatiques. On ne parle pas de tremblements de terre, de typhons, etc. Uniquement de catastrophes climatiques. Vous voyez le nombre de morts sur la colonne de droite et les différents pays classés par le nombre de morts. Et vous voyez que la France est en bonne position, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays occidentaux, l'Espagne, l'Italie, la Russie, dans ce top 10. Qu'est-ce qui fait des morts en France? C'est la chaleur. Ce n'est pas les inondations. Une inondation, c'est spectaculaire, ça va faire 10-20 morts, mais les vagues de chaleur font des milliers de morts. La vague de chaleur de 2003, c'est entre 16 000 et 17 000 morts en France, ce qui explique ce gros bilan. Mais ce que vous voyez à droite, là, c'est que en fait, les canicules, les petites canicules qu'on continue à voir maintenant tous les ans, de plus en plus tôt, de plus en plus tard, elles font des morts, elles font beaucoup de morts. Une canicule de 3 jours, c'est 1000 morts en excès en France. Voilà. Et donc, les populations d'Europe occidentale ne sont pas adaptées au réchauffement en cours, et ça fait beaucoup de morts. Et l'ANSES, qui a fait des études très poussées, nous montre que en fait, c'est pas pendant les pics de vagues de chaleur qu'il y a le plus de morts. Il y en a tout au long de l'année du fait de la montée générale des températures. Et ça ne touche pas que les populations âgées ou les nourrissons. Il y a un petit tiers de population adulte qui est en surmortalité quand il y a des chaleurs excessives pendant longtemps. Je voudrais qu'on passe un peu sur des aspects recommandations et actions à mettre en place. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Voilà. Merci. Oui, simplement, vous nous avez décrit une sorte d'apocalypse. Et dans le tableau du GIEC, vous avez en bas les décideurs. Si je comprends bien, les décideurs sont des hommes politiques. Le GIEC voit 2050 l'homme politique, lui voit sa réélection. Et en général, c'est pas dans 26 ans. Alors comment vous allez faire pour eux? Et ils sont en plus soumis à des puissants lobbies. Ils forcent des décisions parfois qui ne vont pas dans le même sens. Je vous remercie pour votre question. Je vais en rajouter une et si quelqu'un veut rebondir dessus. Est-ce que par rapport à ça, les accords qui sont pris lors des COP, et je pense entre autres aux accords de Paris, la COP 21, est-ce que ce sont des choses contraignantes? Et comment faire pour que le temps de l'action par rapport au temps politique puisse être éventuellement un peu plus compatible? Est-ce que quelqu'un veut... Jeanne? Je
préviens tout de suite que c'est une question difficile et du coup j'enlève ma casquette de scientifique et je parle avec ma casquette de citoyenne. Que non, bon, déjà par rapport aux accords des COP 21, 22, 23, enfin, toutes les COP, non, c'est pas contraignant. Donc c'est évidemment là que le bas blesse, c'est que oui, on s'engage, oui, il y a des engagements, oui, ces engagements donnent à penser qu'il y a une prise de conscience et il y a ces engagements. On va quand même pas non plus dresser une image apocalyptique parce qu'il y a des points positifs et malgré le fait que les textes de ces COP ne soient pas contraignants, les engagements que prennent les États sont quand même accompagnés de certaines dynamiques de changement, de transition qui vont dans le bon sens. Ça va pas assez vite. Ça va pas, c'est pas suffisamment, il faudrait que ça se fasse tout de suite, tout ça. Mais il y a quand même une dynamique qui va dans le bon sens, dans les engagements que prennent les États. D'ici 2050, voilà, on arrive à réduire et à contraindre le réchauffement climatique en dessous de 2,5, je crois, si on s'en tient aux derniers engagements globaux. Donc voilà, il y a un vrai effort de fait qui s'accompagne, dans certains cas, d'actions. Donc voilà, il y a des choses qui se font à différents niveaux, dans certains États, etc. Mais évidemment, à l'échelle du politique, effectivement, la question du changement climatique, ça reste quelque chose qui est pas, qui reste bien trop abstrait, qui reste bien trop éloigné, effectivement, de sa réélection, qui reste bien trop... mais c'est là où nous, en tant que citoyens, on a notre rôle à prendre. C'est là où, à l'échelle locale d'abord, et puis ensuite, en grossissant, parce qu'il y a plein d'échelles locales, et puis en se regroupant, on devient fort. Et c'est là où on peut faire bouger les lignes. Et peut-être c'est aussi là qu'en tant que citoyen, on peut avoir notre mot à dire en allant peut-être voter. S'il y a des jeunes dans la salle, voilà, moi c'est un discours que je tiens régulièrement auprès de nos jeunes étudiants. Hein. Oui, on ne va pas non plus se désengager complètement du politique parce qu'on en a quand même besoin. Et il y a des politiques qui mettent les enjeux climatiques et écologiques au sens global au cœur des préoccupations, tout en les envisageant dans leur sphère sociale, parce que là on a tendance toujours à dire voilà, changement climatique, et on oublie toutes les contraintes sociales qui sont associées, et la première préoccupation des gens c'est qu'est-ce que je vais manger, où je vais me nourrir, comment je vais m'habiller, il ne faut pas l'oublier, et ça reste quand même la préoccupation de chacun. Donc comment on embarque tous les citoyens, comment on embarque ces questions de social et d'inclusivité dans ces questions de changement climatique qui sont qui se rejoignent dans tous les cas, parce que prendre soin de son climat, de son environnement, c'est prendre soin des gens, c'est prendre soin de son bien-être, c'est prendre soin des conditions de vie. Et à mon sens, c'est là où peut-être on peut où on peut toucher les politiques dans les actions qui peuvent être proposées, c'est de faire se rejoindre cette notion de prendre soin des uns des autres et de son cadre de vie et du coup de son environnement et du climat. Alors, cette question de la contradiction entre le temps de l'évolution climatique et le temps démocratique, c'est l'une des raisons identifiées par les experts, aussi pour expliquer, sinon l'inaction, parce qu'il y a quand même des choses qui se font, en tout cas la lenteur des réponses face à ce problème dont on a tous les éléments pour comprendre. Et donc, il y a aussi la dimension du fait que même quand on sait, eh bien, quelque part, on n'a pas envie d'y croire. On a du mal à y croire. On a du mal à croire qu'on va connaître ce monde que la science essaye de prévoir le plus précisément possible, avec évidemment une dose d'incertitude. Mais cette question on n'a pas envie de croire ce que l'on sait, c'est ce qui a été souligné par un philosophe, Jean-Pierre Dupuis, pour le signaler, et que reprenne tout le monde pour expliquer cette inaction. Et je crois que moi, en tout cas, mon espoir, il vient des citoyens. Il vient des citoyens parce que je pense que les politiques changeront aussi quand les citoyens se mobiliseront de façon massive
J'ai des collègues de l'université, des sociologues, qui ont fait une étude sur la conversion écologique des Français, où ils ont trouvé que 26% des Français, dans la vie quotidienne, s'engagent ou font des actions dites écologiques, etc. 26%, eh bien, c'est pas suffisant. Un philosophe, Dominique Bourg, dit que, par exemple, il faudrait atteindre 2/3 de la population française pour que les choses bougent véritablement et que les récits changent, comme je disais tout à l'heure, et que les responsables politiques, ils en tiennent compte. Voilà, et je voudrais citer un exemple que j'ai vu au Groenland. Ce gouvernement dont je parlais tout à l'heure, qui a interdit l'exploration pétrolière, avait pris sa première décision qui a été d'interdire l'ouverture d'une mine d'uranium. Et bien vous savez pourquoi? Parce que la population, elle s'est mobilisée. La population s'est mobilisée. Et il y a des groupes qui se sont constitués sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Là, elles ont servi de façon positive. Et vous aviez des milliers de gens. Alors sur une population de 56 000, c'est comme si en France, il y avait des millions d'habitants qui se mobilisaient contre l'exploitation de l'uranium. Et les politiques en ont tenu compte. Ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été élus, ils ont pris cette décision. Madame? Non. Parlez fort, on va mettre la question. Allez-y. Parlez fort, on vous entend. Pour rebondir sur votre discours, en fait, le vrai problème, c'est la mobilisation. Et on voit bien aujourd'hui où sont les jeunes. Parce que finalement... Les jeunes, levez la main. C'est à eux de voir, parce que vraiment, c'est le désir de voir que les plus concernés sont présents. On est dans un lycée. Et l'amphi devrait être plein de jeunes. C'est dimanche matin aussi. Oui, c'est ça. Pour un jeune, c'est dur. Pour un jeune, c'est dur. C'est les jours de grasse mat qui sont précieux aussi pour les jeunes. Il faut prendre soin des Les jeunes. choses importantes. Et deuxièmement, j'ai l'impression que notre discours, moi ce discours-là, je le tiens, je suis professeur de SVT, je le tiens depuis des années. Ben voilà, le résultat, on sème les graines et ça ne touche pas. Pourquoi? Parce que finalement, le climat, les gens, c'est trop complexe, ils ne comprennent pas trop bien. Et s'il pleut, et si il neige, et s'il neige plus, et l'eau dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je me demande si justement, l'eau, tout le monde sait ce que c'est. Et maintenant, il faudrait changer le discours et dire voilà, qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans quand vous n'aurez plus d'eau potable? Parce que le cycle de l'eau, s'il n'y a plus de montagne, vous allez me contredire, je ne sais pas, vous connaissez certainement tous les rouages, s'il n'y a plus de montagne, l'évaporation de l'eau, où elle va l'eau après? Est-ce que la stratosphère, il y a un refroidissement ou est-ce que tout le reste se réchauffe aussi? Est-ce qu'on risque de perdre notre eau complètement? Et en tout cas, est-ce qu'on risque de perdre notre eau potable? Puisque les stocks, s'ils ne sont plus faits, l'eau, elle va ruisseler, mais elle va disparaître aussitôt et redevenir de l'eau de mer. Enfin, oui, on va poser la question à nos spécialistes sur l'eau. Je vais en profiter pour rajouter une question à la vôtre. En effet, devant cette complexité et peut-être cette multitude de choses qui se dressent devant nous, est-ce qu'il y a des recommandations sur des priorités? Quelles sont les principales urgences? Et si on ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la question de l'eau, c'est une des questions prioritaires? Moi, je vais rajouter évidemment la question dont on parle tout le temps, c'est celle de l'énergie, des énergies fossiles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur, selon vous, sur quoi il faudrait agir en premier? Jeanne? Je vais essayer de répondre, d'apporter des éléments de réponse. François, tu compléteras. Je pense que pour en revenir à ce fameux cycle de l'eau, il faut avoir en tête qu'on reste dans un système fermé, système Terre, c'est un système clos. Et effectivement, on va avoir le cycle de l'eau, il continue, il évolue, mais voilà, les systèmes d'évaporation, de précipitation, il a tendance à, il continue. Un point qui est important à avoir en tête, c'est que voilà, pour chaque degré de réchauffement de l'atmosphère,
cette même atmosphère, elle est en capacité d'absorber 7% en plus de vapeur d'eau. Donc on a de plus en plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui conduit à des épisodes, par exemple, là j'imagine que c'est pareil en Val d'Rouette que du côté de Chevreuse, où ça va faire 2 mois qu'il pleut sans cesse. Voilà, on a un hiver et un début de printemps particulièrement pluvieux. Et voilà, on est on a une tendance, en tout cas c'est météorologique, donc c'est même pas... on ne peut pas dire que c'est à cause du climat que... Mais cette tendance à avoir des précipitations de plus en plus importantes, ça rentre aussi dans les... Enfin, c'est directement en lien avec le réchauffement climatique. Mais ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi régional. Il y a des régions où donc, on va avoir des précipitations bien plus importantes et des régions où on n'a pas de précipitations dans la même période. Dans le sud de l'Espagne, dans le sud de la France, voilà, ils sont déjà en pénurie d'eau, ça fait des mois que ça dure et ça devient vraiment critique. Et on va dire la quantité d'eau globale, elle ne change pas. C'est juste la répartition qui change. C'est la captation, c'est l'usage des eaux qu'on en fait, c'est l'usage que les territoires, les acteurs en font, c'est le captage au travers de barrages, c'est le captage de l'eau par les agriculteurs et par, voilà, par une forme d'agriculture. Et à nouveau, je me dis, c'est là aussi où le citoyen il a son mot à dire. Quand on entend voilà, la FNSEA pour mettre les pieds dans le plat voilà, d'une forme de lobby qui va représenter un type d'agriculture qui n'est pas, je ne pense pas que ce soit le modèle d'agriculture dont la majorité des citoyens rêvent, mais voilà, c'est le modèle dominant. Et va s'emparer de ces questions-là et va donc s'approprier de l'eau, alors que l'eau c'est un bien commun et on peut, voilà, nous en tant qu'acteurs locaux se dire mais non, il faut se révolter, il faut lutter contre ces projets de méga-bassines, il faut garder l'eau accessible à tous et pas que pour quelques-uns. Donc dans les actions à mettre en place, il y a aussi ces actions je dirais de militants et de prendre soin, de se réapproprier notre bien commun, enfin, nos biens communs. Oui, pour rester sur cette question de l'eau, en fait, vous avez parlé d'eau potable. En fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est au moins autant la potabilité de l'eau que la disponibilité d'eau douce. Hein, l'industrie chimique et la multiplication des produits dont la toxicité n'a pas été correctement évaluée fait qu'aujourd'hui on est en train de polluer l'ensemble des écosystèmes de la planète, en particulier l'eau douce. Hein. Vous avez entendu parler de ces eaux minérales finalement qui sont traitées parce que sinon elles ne seraient pas potables. On est en train de découvrir des problèmes de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, les études, les chercheurs, il y en a au CA qui travaillent sur le sujet, montrent que pratiquement toutes les femmes enceintes ont au moins 20 perturbateurs endocriniens dans leur liquide amniotique. Qu'est-ce que ça fait, ces perturbateurs endocriniens? Ça perturbe la formation des glandes et tout le système hormonal. Et ça va être inscrit dans les gènes. D'accord? Les problèmes qu'on voit sur les animaux qui sont testés avec ces espèces de cocktails de perturbateurs endocriniens, c'est des problèmes d'obésité grave, des problèmes de perte de fertilité, des problèmes de développement neurologique. Bon, ben, qu'est-ce qu'on constate dans l'ensemble des sociétés occidentales? En gros, c'est un peu ça. Donc le problème de l'eau, c'est surtout un problème de potabilité. Maintenant, c'est pas pour dans 20 ans. Hein, les problèmes de sécheresse dans le Roussillon, tous les arbres fruitiers sont en train de crever, il n'y a plus une goutte d'eau dans les nappes phréatiques et on alimente par camion les villages depuis déjà longtemps. Alors la priorité de ce qu'il faudrait faire, la priorité des priorités, il n'y en a qu'une, c'est se passer des énergies fossiles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre priorité à avoir. Se passer des énergies fossiles pour stabiliser la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ça le marqueur qu'il faudrait avoir en vue pour toute action, pour toute décision politique. Est-ce que ça diminue les émissions de gaz à effet de serre? Et le problème est très compliqué parce que c'est illustré ici. Les émissions de gaz à effet de serre, elles sont très diffuses dans nos sociétés. Hein. Vous avez des chiffres ici par secteur industriel pour la France et pour le monde. Bah, vous voyez que les transports, ça reste le principal émetteur, mais c'est jamais qu'un petit tiers. Donc même si on n'avait que des véhicules électriques ou à hydrogène,
on n'aurait pas résolu le problème. Voilà. Après, vous avez l'industrie, l'alimentation et l'habitat. C'est chacun un petit cinquième. Donc isoler les bâtiments, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Voilà. Et puis vous avez l'énergie et les déchets. Voilà. Donc on nous bassine beaucoup avec le recyclage des déchets. Ben, vous voyez que ce n'est pas ça qui va changer la donne sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en particulier, sur la pollution, je voudrais insister sur les plastiques. On a une pollution par les plastiques qui est dramatique aujourd'hui. Vous avez entendu parler de ce continent de plastique avec des accumulations de déchets. Le plastique, même si vous le recyclez une fois, deux fois, il va finir soit dans la nature en produits chimiques toxiques et en nanoparticules qui contaminent toutes les chaînes alimentaires, y compris vous, soit brûlé dans des incinérateurs et donc faire du CO2 dans l'atmosphère. Donc le plastique est une catastrophe environnementale pour le climat et pour la biodiversité. Je vais passer la parole à Jean-Michel, et après on passera un peu sur l'aspect adaptation des sociétés humaines. Alors je vais rajouter une petite dose d'anxiété, mais vous inquiétez pas, on finira avec une dose d'optimisme aussi, c'est prévu. Donc juste pour compléter ce que dit François, le plastique, eh bien j'ai un collègue, David Grémillet, qui travaille sur la côte est du Groenland avec les oiseaux marins. Et il étudie les oiseaux marins depuis des années, il revient chaque année pour voir l'évolution et il s'est rendu compte que 100% des oiseaux marins du Groenland, de la côte est où il n'y a aucune présence humaine, elle est bien plus au sud de la présence humaine, et bien 100% des oiseaux marins ont des microplastiques dans l'estomac. On trouve du plastique partout sur Terre aujourd'hui. Il paraît qu'on en absorbe l'équivalent d'une carte bancaire chaque semaine. Voilà. Donc, alors ça c'est une chose, mais c'est pas là-dessus, je voulais juste répondre très très rapidement sur la question des urgences. Parce que pour moi il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une urgence, il y a le changement climatique, c'est vrai, mais tout est connecté, la pollution, le changement climatique, la chute de la biodiversité, tout est interconnecté. C'est ce qu'on apprend avec les peuples autochtones, qui eux le savent, qu'il faut respecter l'environnement dans sa globalité. Et nous faisons partie de, nous humains, de l'environnement. On s'en extrait souvent, il y a nous et les écosystèmes, et ben non, nous sommes les écosystèmes aussi. Et eux le savent. Et je voudrais te conclure sur le fait, quelles sont les urgences? Et ben c'est les limites planétaires. Les 9 limites planétaires, c'est-à-dire les limites planétaires ont été définies par les scientifiques, c'est-à-dire les conditions, tout ce qui permet les conditions de vie sur Terre. Et 6 de ces limites sont aujourd'hui dépassées. En tout cas, les scientifiques les ont mesurées. Voilà. Donc il y a la biodiversité, l'utilisation des sols, la pollution, le changement climatique et l'eau douce. La question de l'eau douce aussi. Voilà, l'eau pour revenir à l'eau. Vous verrez après, je te passe la parole, qu'il y a aussi des gens qui font des choses et qui se bougent. Donc vous allez en voir des exemples. La deuxième table ronde en cours. J'aimerais qu'on en parle tout de suite, parce que je trouve ça... Moi, ça m'embête que... Oui. On a une question de Jean-Michel, et puis c'est en lien avec ça. Les micros fonctionnent plus dans la salle. Oui, je voudrais revenir sur la question de la relative inertie des politiques publiques en disant qu'on entend souvent dire qu'il y a énormément de pesanteur, c'est très difficile de réaliser les objectifs que l'on se fixe, mais il y a des exemples qui montrent que cela est possible. Alors on a fait une exposition, dans cette exposition, on présente une ville de moins de 10 000 habitants, Los Angeles, dans le nord. Depuis 20 ans, cette municipalité a pris le mors aux dents. Elle réalise aujourd'hui un scénario écologique extraordinaire. Donc, il y a des possibilités, il y a des gens qui réussissent, et les gens qui réussissent, ce sont les gens qui se donnent les moyens. Donc l'idée n'est pas de créer un climat d'angoisse, mais c'est important de connaître les défis auxquels on est confronté pour pouvoir s'y adapter. Jeanne. Effectivement, l'angoisse, je veux dire, moi je suis scientifique du climat. On est baigné dans ce genre d'informations en permanence. Si j'étais pas optimiste, en fait ça ferait longtemps que je me serais tiré une balle et que j'aurais emmené ma famille avec moi, sérieusement. Mais en fait voilà, je pense que l'angle qu'on a embarqué, je suis pas sûre que ce soit le meilleur, là, pour vous embarquer en tout cas. Il
effectivement, il faut sensibiliser, il faut être alerte. La situation, elle est grave. La situation, elle est grave, mais elle n'est pas désespérée. Et on a le pouvoir, vous avez le pouvoir en tant que citoyen, dans les actes que vous faites, dans les actions que vous pouvez mener. Là, on a des chiffres, ok, on va utiliser les chiffres, les transports. Bon, ben voilà, comment on peut agir sur nos moyens de transport. Bon, voilà, il y a les véhicules électriques qui peuvent peut-être substituer. Il y a peut-être des manières aussi d'envisager les transports. Est-ce que les politiques publiques peuvent nous aider à réinstaurer des transports en commun, des transports publics, etc. Il y a plein d'actions qui existent et qui peuvent être mises en action. Un autre, si on cumule transport et agriculture, ça fait 50%, c'est déjà pas mal. Et ben, agriculture, vous regardez ce que vous mettez dans votre assiette midi et soir. Il y a vraiment... C'est très facile, réduire sa viande, sa consommation de viande rouge, déjà. Ça, vous allez diminuer déjà de 30% votre bilan carbone. Et si on fait ça tous, à notre échelle individuelle, que dans les cantines scolaires, que dans les cantines professionnelles, que, on se dit tous, non, en fait, le midi, on fait un repas sans viande. Et puis on trouve des alternatives, on trouve des bons repas, on trouve des bons produits. Et c'est pas plus cher et on change nos habitudes. C'est là le frein, c'est là la difficulté, c'est ça qui nous terrifie, c'est ça qui nous terrorise. Il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on change nos routines. Et ça, c'est abyssal. Mais c'est possible et il y a plein d'actions, partout en France, dans le monde, qui montrent qu'il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent. Alors oui, pour le moment, ça marche à des échelles locales. Pour le moment, on n'a pas d'élan à des échelles global, mais voilà, en fait, il faut bien que ça parte de quelque part, quoi. En fait, les analyses socio-économiques du GIEC, donc des scientifiques, montrent qu'il y a beaucoup plus d'actions au niveau local qu'au niveau national et international. Et ce que je voudrais ajouter là, c'est que tous ces territoires qui se sont engagés sur des trajectoires pour se redonner de l'indépendance énergétique en nourriture, eh bien, et éventuellement en eau, c'est des territoires qui s'en sortiront beaucoup mieux que les autres quand cette accumulation de crise va nous mettre dans l'embarras. Il y a des remarques dans le je te remercie. C'est freiné par la finance. Je suis d'accord sur le constat, en fait, il y a des problèmes. Mais par contre, les solutions, j'en vois pas énormément. Et j'aurais une question, est-ce que depuis les COP 21, 22, 23, X, on a diminué notre consommation de pétrole et de charbon au niveau mondial? La suivante. Les plastiques, on est tous habillés en basket, en textile. Alors, cette courbe montre les émissions dites nationales, donc les émissions de gaz à effet de serre ramenées en équivalent CO2 sur la France, sur le territoire français. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on est là de 2015 à 2023, il y a une tendance à la baisse qui est assez claire, avec un trou en 2020 qui était l'année du Covid, on a arrêté en gros un grand nombre d'activités. Par contre, on a continué à diminuer et en 2023, on est passé sous le niveau de 2020 en termes d'émissions en France. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, mais en tout cas en Europe, l'Union européenne a une tendance à la baisse. Alors, il faut faire, évidemment, il faut ramener ça au niveau mondial, et il faut tenir compte du fait que ce qu'on consomme en France, pour la plupart de nos objets du quotidien, c'est produit ailleurs. Donc ça, c'est la diapo d'après, s'il vous plaît. Quand on parle d'émissions, en fait, on parle aussi d'empreinte carbone. Alors, au niveau des COP, ce qui est négocié, c'est les émissions territoriales. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, il y a des bons élèves, et puis il y en a qui sont moins bons, mais on négocie des émissions territoriales. Et alors, c'est un gros enjeu entre les pays occidentaux et les pays en développement, de dire, bah oui, mais vous avez délocalisé votre production, et maintenant, c'est nous, la Chine, l'Inde, le Pakistan et d'autres, qui fabriquons les objets pour vous. Donc vous nous demandez de réduire, mais vous continuez en gros à importer nos affaires. Donc nous, on ne peut pas réduire. Donc ce que vous voyez là, c'est de 1995 à 2020, l'empreinte carbone en rouge qui diminue régulièrement, qui a continué à diminuer jusqu'à 2023. Et puis par contre, en bleu foncé, là ou en noir, je ne sais pas comment vous le voyez les importations.
Et ça continue à augmenter. Notre empreinte carbone individuelle en France continue à augmenter. Donc on fait produire à l'extérieur ce qu'on consomme, on continue à consommer, et donc notre bilan carbone, finalement, la baisse nationale est compensée par le fait qu'on importe encore de plus en plus. Et vous voyez que du coup, nos émissions globales sont à peu près stables. Nous n'avons plus que quelques minutes, donc on va passer, je vous demande des interventions rapides, et puis rappeler aussi, oui, je vais vous passer le micro, 30 secondes. Juste aussi rappeler que, évidemment, c'est un effort qui doit être mené sur du moyen terme. Hein. Toutes les recommandations du GIEC, on sait bien que c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire ça. Hein. Donc il faut relativiser aussi dans cet aspect-là. Il y a un problème qu'on n'aborde jamais, c'est la prise de médicaments. Et il y a des stations d'épuration, il y en a très peu qui essayent de capter tout ça. Mais je pense qu'il faudrait essayer de prendre des médicaments qui ne sont qu'indispensables. Je passerai la parole après, mais on va prendre... C'est la sobriété en général, voilà, il faut se contenter de l'indispensable. On va prendre la deuxième question, que ce soit pour les médicaments, la nourriture, les objets du quotidien. Et faut-il parler de décroissance, puisque ça c'est le mot tabou? Non, c'est pas un mot tabou, il faut parler, il faut mettre les pieds dedans. Je pense qu'on peut passer une dernière minute sur ces aspects-là. Jeanne, sur la décroissance? Pareil, je suis pas spécialiste, moi je suis paléoclimatologue de formation, donc je suis pas économiste, mais voilà, face au constat, face aux chiffres qui s'accumulent et qui font consensus, la solution c'est il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles, il faut les supprimer même, mais plus globalement, il faut juste réduire. Il faut décroître. Et il faut s'engager dans un nouveau mode de développement qui ne soit pas un mode de développement croissant tel qu'on nous l'a fait, ça fait des années, des générations, qu'on nous fait comprendre, qu'on nous fait rêver avec ce modèle capitaliste. Il faut toujours plus, il faut consommer toujours plus, il faut avoir toujours plus, il faut accumuler toujours plus, il faut faire toujours plus de papier, il faut faire toujours plus de recherches, il faut faire toujours plus de tout, et ça s'applique à tout. Prendre toujours plus de médicaments, mais ce modèle-là, si vous vous y intéressez un petit peu, ça se décline à tous les niveaux. Donc en fait, c'est ça qui pose problème, et il faut revoir ce niveau-là, mais en profondeur, et se dire, mais peut-être sans faire marche arrière, l'idée c'est pas de tous nous ramener dans les cavernes et comme chez Janisch ou voilà toutes ces images là qui sont juste caricaturales, mais en fait revenir à peut-être, je l'ai évoqué tout à l'heure, à ce côté, ce bien-être, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour notre voisin, qu'est-ce qui est bon pour nos animaux, qu'est-ce qui est bon pour notre jardin, pour notre précaré, qu'est-ce qui est bon, et peut-être juste prendre le temps, faire une petite pause et s'apercevoir de quoi on a besoin peut-être. Ok, peut-être qu'on a besoin de ce smartphone en ce moment parce que maintenant c'est l'élément fédérateur d'une société, mais est-ce qu'on a besoin d'un nouveau iPhone ou smartphone tous les 2 ans, tous les 5 ans? Maintenant en fait, cet outil-là il peut fonctionner 10 ans, 15 ans. Et puis après on peut le réparer peut-être. Enfin, il y a tout un modèle à revoir dans les transports,